alternatives, des offres alternatives. Parce que si je prends mon cas personnel, quand j'ai rejoint Sea Shepherd, je mangeais encore de la viande et du poisson, et pourtant j'adorais les animaux, et pourtant j'avais une conscience écologique. Et c'est vrai que sur cette première campagne antarctique, par exemple, où on partait pendant plus de 2 mois, ce qui m'inquiétait le plus, c'était pas d'aller me confronter aux baleiniers japonais à l'autre bout du monde, dans des mers hostiles, c'était d'être végane pendant tout ce temps. Je disais, mais ça va être triste à mourir, on va manger de la salade tous les jours, je vais mourir de faim. Et en fait, j'ai découvert vraiment cet univers culinaire vegan avec Sea Shepherd, et ça a été une vraie claque, parce que je pensais pas vraiment, j'étais à milieu de me douter qu'il était possible de manger aussi bon, aussi varié, et puis alors, je vais vous dire qu'au niveau des carences, on n'a pas droit aux carences quand on est en Antarctique, hein, avec les gaillards qui bossent sur le pont 12 heures par jour, donc voilà, pour moi ça a été vraiment une révélation. Et je me souviens d'ailleurs, parce qu'on avait une cuistot qui était géniale aussi, qui nous faisait parcourir le monde culinairement. Donc on avait des thèmes, soirées chinoises, marocaines, indiennes, etc. Et je me souviens de la soirée italienne, j'étais sceptique, parce que je me disais, bon, pizza sans fromage, ok. Et en fait, elle nous avait fait 7 sortes de pizzas différentes, toutes plus bonnes les unes que les autres, sans aucun produit ni sous-produit animal. Donc, et puis après, elle nous a fait la soirée japonaise avec des sushis vegan, enfin, incroyable quoi. Et le jour où on arrivera à mettre ça à disposition du public, du grand public, et qu'on n'aura plus l'impression d'être puni quand on est végétarien ou végétalien, déjà on aura, je pense, franchi un cap. Ça passe pour vous que par là en fait, que par le véganisme ou le végétarisme. Je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la question alimentaire. Voilà. Alors, devenir vegan, 100% vegan, c'est une chose, mais je pense que ça serait une erreur quand on est omnivore de se dire soit je deviens vegan, soit rien, soit c'est foutu. Et moi, vegan, non, c'est pas possible parce que le fromage, je peux pas vivre sans. Enfin, donc, du coup, on se conditionne pour l'échec, quoi. Et je pense que c'est pas du tout la bonne stratégie à avoir. Par contre, comme je disais, commencer déjà à réfléchir sur l'impact de ses choix alimentaires, commencer à réduire sa consommation de viande, réduire sa consommation de poisson, commencer à s'intéresser à ces alternatives alimentaires qui existent, c'est un cheminement. Et c'est quelque chose, c'est une démarche qui doit être personnelle parce que la culpabilisation marche pas. Donc je pense que c'est une erreur de culpabiliser les gens. Par contre, il faut les responsabiliser. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de faire un état des lieux, de dire aux gens, en gros, voilà où on en est, voilà le coût. Est-ce que ça vaut le coup? À vous de voir, finalement, c'est à vous qu'on pose la question. Et c'est à vous d'y répondre. Je pense qu'il n'y a que comme ça que ça peut éventuellement marcher. Donc, on va vous poser la question. Qui a envie d'intervenir? Qui a envie de poser une question à Lamia? J'imagine qu'il y en a plein. Non, moi c'est une remarque. Allez-y, je vous en prie. J'ai vu Paul Watson il y a 1 an à Draguignan et je suis devenue quasiment végane grâce à Paul Watson, à son discours simple mais logique. Voilà, c'est ça qui m'a touchée. Je ne sais pas si tout le monde a entendu. Non. Oui, je vais passer le micro, hein, ça va être plus simple, mais madame dit qu'elle a rencontré Paul Watson il y a 1 an à Draguignan, c'est ça? Et donc qu'elle est devenue végane depuis et que quasi végane et que tout se passe bien. Alors, je vais passer le micro pour ceux et celles qui veulent s'exprimer. Pour faire la transition, alors par rapport à Sea Shepherd, est-ce que par exemple vous cherchez des bénévoles? Est-ce que cet engagement-là, pour vous, est utile? Nous, on fonctionne avec à peu près un ratio d'à peu près 95% de bénévoles, donc c'est vrai que c'est essentiel. Après, il y a plein de façons de militer avec Sea Shepherd, que ce soit sur les bateaux, c'est une chose, mais il faut pouvoir partir. Mais ça peut être aussi dans un groupe local près de chez soi, ça peut être aussi de manière individuelle en mettant à profit ce qu'on sait faire de mieux. Donc ça peut être des artistes, des écrivains, des avocats, des enseignants qui vont véhiculer le message, qui vont proposer des projets.
Moi, je pense qu'en fait, c'est les gens qui sont les plus à même de savoir comment nous aider. Nous, c'est hyper ouvert. Et c'est vrai que Paul a l'habitude de dire que ce qui fait la force d'un mouvement, c'est sa diversité. C'est à l'instar d'un écosystème. Ce qui fait la force de l'écosystème, c'est la biodiversité qui le compose. Et dans un mouvement, c'est pareil. Donc, plus on a de palettes de compétences différentes, et plus on est fort globalement. Donc, je pense que c'est à la portée de beaucoup de gens, pour peu qu'il y ait l'envie, la motivation, le temps aussi. Voilà. Est-ce que quelqu'un... Allez, attendez. Bonjour, alors, je m'appelle Marie-Claude Carrière et j'ai mon fils qui a monté une association au mois de juillet qui s'appelle Mer-Veille. Il fait des plongées et il va nettoyer le littoral. Voilà. Et bon, je pense que ce sont le genre de choses qui sont à donner en exemple parce qu'il n'y a pas de sous, il est au RSA, mais c'est ça. Voilà. Et il sort beaucoup de cochonneries. Alors quand il ne peut pas les transporter, il prévient le conservatoire du littoral qui vient les chercher. Si c'est trop gros, il prévient les mairies avec un point GPS. Il fait des films qui sont consultables sur Facebook. Et il fait des photos, enfin voilà. Bon, et là, il a trouvé sa voie parce qu'il est épanoui, il est heureux. Voilà. Donc il y a des gens qui se bougent. Oui, mais c'est le genre d'exemple à suivre. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin d'argent. Souvent, on compense le manque d'argent par les idées. S'il y a des plongeurs que ça intéresse, ils peuvent venir avec lui. Plongeur bouteille? Il pourrait, mais pour l'instant il ne fait pas bouteille parce que c'est pas possible, il faut qu'il soit deux au moins. Donc tout seul, il fait de l'apnée quoi. J'espère qu'il va pas s'épuiser, mais... Non, puis j'espère que d'autres vont le rejoindre aussi. Oui, j'espère. Voilà. Et alors, parlons des actions à venir de Sea Shepherd. Sur quoi vous allez insister ces prochains mois? Alors déjà, je pense qu'on va continuer ce qu'on a commencé à Mayotte, parce que là on a mis le doigt dans un engrenage. Je pense qu'on est au début du commencement. C'est une mission de combien de temps? Prévue pour combien de temps à Mayotte? Oula, alors quand on voit l'ampleur de la tâche, c'est... On est arrivé aux Galapagos en l'an 2000, on y est encore aujourd'hui. Non, c'est tellement énorme que je ne peux pas vous donner un ordre d'idée, mais ce que je sais, c'est qu'a priori, on y est pour un moment, si on veut réellement être efficace, et en général, on préfère être efficace. Donc voilà. Après, on multiplie aussi les campagnes en Afrique de l'Ouest, au Mexique, en mer de Cortés, pour essayer de sauver les vaquitas, qui sont l'espèce de dauphin la plus en danger au monde. Il en reste à peu près une trentaine. Donc autant dire que... Ils ont disparu quasiment condamnés, à cause notamment du braconnage des totoobas, qui sont des poissons dont la vessie natatoire se vend au prix de la cocaïne en Chine, et donc qui sont braconnés en mer de Cortés, et les vaquitas se font prendre dans les filets. Donc on a levé des dizaines et des dizaines de filets. Malheureusement, ça va très vite. Donc quand on a commencé la campagne il y a 3 ans, il restait encore à peu près 90 vaquitas. Et là on est, je crois que les dernières estimations, c'est une quarantaine, une trentaine, entre 30 et 40. Donc voilà. On continue Mare Nostrum, les filets fantômes, les déchets. Je pense qu'on va essayer de faire de plus en plus d'actions là-dessus. Sur la mission antarctique, donc on l'a annoncé récemment, on n'y retournera pas cette année, de sanctuaire baleinier antarctique. C'est une mission qui est emblématique de Sea Shepherd, puisque ça fait plus de 12 ans maintenant qu'on l'a fait. Ça a été une décision difficile à prendre pour nous. Et pourquoi vous arrêtez? On arrête parce que on a toujours fait nos choix en fonction de l'efficacité de la mission. Et en Antarctique, on a réussi en 12 ans à faire diviser par 3 le quota de baleines tuées par les Japonais, puisqu'ils ont tué 1050. Aujourd'hui, ils ont réduit leur quota à 333, ce qui est en moyenne ce qu'ils arrivent à tuer en présence de Sea Shepherd. Ils ont dans le même temps multiplié par 2 leur surface de chasse, ce qui fait qu'ils ont 4 mois pour tuer 3 fois moins de baleines sur une zone 2 fois plus étendue.
Et ils disposent aujourd'hui de moyens satellites pour repérer nos bateaux. Donc très clairement, pour nous, persistants en Antarctique, ça voudrait dire déjà démobiliser tous nos bateaux sur toutes les autres missions pour se focaliser uniquement sur celle-là, sachant qu'il y a des centaines de baleines qui meurent en Afrique de l'Ouest à cause de la pêche industrielle. C'est juste moins sanglant et moins explosif que les harpons, mais c'est bien là. Donc ça voudrait dire faire ça, tout en plus n'ayant pas, ne pas avoir la garantie d'y arriver. En fait, ce qu'il faut aujourd'hui, nous on a été au bout de ce qu'on pouvait faire contre la flotte baleinière japonaise. On est relativement satisfait parce que quand même Les choses ont bougé en fait. les choses ont bougé. Ils tuent 3 fois moins de baleines qu'avant. Sur toutes ces années de campagne, on a sauvé plus de 6 000 baleines. On a coûté à peu près 200 millions de dollars à l'industrie baleinière japonaise. On a médiatisé la chasse baleinière à l'échelle internationale, alors qu'avant, ça se faisait de manière complètement confidentielle. Donc voilà, on a un bilan qui est quand même satisfaisant. Pas complètement satisfaisant parce qu'ils y retournent et ils continuent à tuer les baleines. Mais aujourd'hui, il faut qu'un État prenne la relève. Il n'y a qu'un État qui peut en terminer avec cette chasse. Et le problème, c'est que le Japon est la 3e puissance économique mondiale. Il n'y a aucun État qui veut mobiliser sa marine contre le Japon parce que ce serait une déclaration de guerre, ou en tout cas une déclaration de guerre aux intérêts commerciaux avec le Japon, et les baleines ne font pas le poids là-dessus. Donc voilà, ça a été un choix difficile, mais d'une manière très pragmatique. On a des pions qui sont limités, on a des moyens qui sont limités, et on se doit de les répartir de la manière la plus efficace et la plus pertinente possible. Et aujourd'hui, on peut sauver plus de vies ailleurs qu'en Antarctique. Donc c'est là qu'on va. Alors expliquez-nous en quelques mots comment fonctionne Sea Shepherd, financièrement parlant. Comment est constitué votre budget? Alors financièrement parlant, c'est très simple en fait. On ne vit que de dons. Donc des dons de particuliers, des dons de particuliers, de monsieur et madame tout le monde. On a un budget international qui est de 11 millions d'euros. Donc pour vous donner un ordre d'idée, Greenpeace c'est 350 millions. Juste pour se rendre compte un peu des valeurs, des échelles. Donc on arrive à faire énormément de choses avec un budget pareil, mais parce que, comme je le disais tout à l'heure, on repose à 95% sur des bénévoles, et parce qu'on compense le manque de moyens financiers par une détermination qui est à toute épreuve. Mais on est encore dans une situation où on doit faire des sacrifices de campagne, parce qu'on reçoit des alertes du monde entier. Il y a tellement d'endroits qui mériteraient qu'on lance une campagne, qui en ont besoin, et où la situation est urgente. Mais voilà, on a une flotte de 10 navires, et le tout, c'est pas juste en plus d'agrandir cette flotte. Là, pour nous, l'enjeu, le challenge, il est de maintenir cette flotte à flot. Parce que l'entretien d'une flotte de 10 navires, en fait, quand on est propriétaire d'un bateau, on se rend compte à peu près de ce que c'est. C'est colossal, en fait. Donc l'entretien, et puis le carburant, parce que malheureusement, les braconniers ne sont pas en voilier, donc on ne peut pas être en voilier non plus. Donc là, on en est là. On arrive à faire 10 fois plus de missions qu'on en faisait quand moi j'ai rejoint l'association il y a 11 ans. Grâce à l'augmentation du budget, justement. Grâce à l'augmentation des dons, parce que Sea Shepherd est plus connu, qu'on a plus de donateurs, tout simplement. À l'époque, on avait un seul bateau, le vieux Farley Mowat, qui avait 50 ans d'âge, qui faisait 10 nœuds, comme je disais tout à l'heure, et le bateau devait rester parfois 1 an à quai, le temps de récolter l'argent pour avoir le carburant, ou pour réparer la pièce des machines qui avaient pété. Enfin, c'était... voilà, on a fait un énorme bond en avant, mais on reste relativement petit. Comme je dis, un budget de 11 millions d'euros au niveau international, c'est pas beaucoup. Et il y a combien de membres actifs au sein de Sea Shepherd international? Si on compte toutes les antennes réunies, c'est des milliers de personnes qui sont impliquées de manière assidue. Après, sur les bateaux... À un instant T, quand on a tous les bateaux qui sont à plein, qui sont en campagne, c'est à peu près 150 personnes.
Et à terre, voilà, c'est 10 fois plus. Mais le militantisme à terre, il est essentiel et il est vraiment pas secondaire par rapport à ce qui se fait en mer. Je dirais même qu'en fait, en mer, c'est presque, comment dire... C'est la vitrine en fait. La mer, non, c'est pas la vitrine parce qu'en mer, c'est l'aboutissement. Donc vitrine, ça a le côté un peu... Ah non, c'est pas négatif. Hein. Oui, non, mais c'est l'aboutissement des efforts qui sont faits à terre. Voilà. Mais sans tout le travail qui est fait à terre, les bateaux pourraient pas partir. Oui, puis derrière, ce qui est fait à terre relaie effectivement ce qui est fait en mer. Voilà, et puis en plus de ça, on développe de plus en plus de campagnes depuis la terre. Voilà, donc toutes les missions qu'on peut faire de protection de réserves marines depuis la terre ou d'anti-braconnage sur les plages, tout ça on en fait de plus en plus. Donc ça permet aussi à des gens qui ne peuvent pas forcément partir des mois en mer de faire des missions en gardant les pieds sur terre. Il y a des questions, des remarques. Attendez, j'arrive. Ici, fonctionne ? Oui. Oui, je voulais savoir si les contacts avec les gouvernements nationaux pouvaient permettre d'améliorer votre situation, votre considération en mer. La chance. Oui, on est dans le sud, mais alors, ça dépend des gouvernements, en fait. Voilà, un pays comme le Gabon, comme le Libéria, comme l'Équateur, le Mexique aussi, on travaille en partenariat avec les autorités. Là, au Timor oriental, très récemment, en partenariat avec la police maritime, on a saisi des braconniers de requins, pas plus tard que la semaine dernière. Après, il y a des pays qui sont plus frileux. On a proposé à la France, hein. Mais, il y a des gouvernements qui font appel à vous. Il y en a qui font appel à nous, notamment de plus en plus en Afrique, parce que je pense qu'ils se rendent compte de l'urgence de préserver la vie marine au large de leurs côtes. Et ceux qui font appel à nous, c'est ceux qui ont la volonté mais pas les moyens. Voilà. Et après, le problème, c'est ceux qui ont les moyens mais pas la volonté, et eux veulent pas entendre parler de nous, évidemment. Vous leur faites peur. Je pense qu'on les gêne. On les gêne parce que, par exemple, un exemple typique, c'est le Thunder, qui est un braconnier de l'Égine australe. Donc on a mené une campagne qui s'appelle Icefish il y a 3 ans, en Antarctique, sur la Légine australe, qui est en fait un poisson, aux États-Unis, on l'appelle l'or blanc, tellement il vaut cher. C'est un poisson des grands fonds qui a une longévité très importante, une maturité sexuelle très tardive, et qui est pêché à l'échelle industrielle aujourd'hui, et qui était braconné en Antarctique par une flotte notoire de 6 bateaux, dont le plus connu et le plus terrible de tous, c'était le Thunder. Le Thunder était sur la notice mauve d'Interpol, donc recherché par Interpol depuis 10 ans. On l'a trouvé en 8 jours. Voilà. On l'a traqué pendant 110 jours. Et au final, au bout de 110 jours, voyant qu'ils ne pouvaient pas se débarrasser de nous, parce que ce qu'ils font habituellement, c'est qu'ils pêchent, et ensuite, en mer, ils repeignent la coque du navire, ils changent de pavillon, ils changent de nom, et ils débarquent dans un port incognito. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas lâché, justement. Et nous, on avait 2 bateaux, en fait. On en avait un qui a récupéré les 70 tonnes de filets qu'il avait mis en mer, et l'autre qui le poursuivait. Et ensuite, le bateau qui avait récupéré les filets ravitaillait celui qui les poursuivait en vivres et en carburant. Et du coup, forcément, au bout d'un moment, à bord du Thunder, ils n'avaient plus rien à bouffer, ils n'avaient plus de carburant. Donc ce qu'a fait le capitaine, c'est qu'il a coulé le bateau. Il a coulé le bateau. À bord, il y avait une quarantaine de marins qui étaient pour l'essentiel des Philippines et qui sont en fait des esclaves modernes, qui étaient hyper contents en fait qu'on soit là, qu'on les récupère, parce que en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils leur confisquent leurs papiers et ils partent en mer pendant des mois. Ils sont payés une misère.
Il y a un très bon film documentaire qui va sortir bientôt, qui va passer sur Canal+, qui s'appelle La Mafia des océans, qui illustre très bien ça, et qui fait le lien entre justement notre consommation de poissons et tout cet esclavage moderne. Parce que ceux qui pillent les océans n'ont pas de considération pour l'humain non plus, hein, ça va ensemble. Et donc tout ça pour dire que voilà, donc et ensuite je vous la fais courte, mais on a réussi à avoir les 6 en l'espace de 13 mois. Donc ça pose la question effectivement des moyens qui avaient pu être mis par les autorités pour appréhender ces bateaux. La cerise sur le gâteau, c'est que le Thunder appartenait à une entreprise espagnole basée en Galice, Vidal Amodores, qui a touché des millions d'euros de subventions européennes. Donc, ils sont recherchés par Interpol, mais dans le même temps, ils touchent des subventions. On les finance. Donc, nous les finançons avec nos impôts. C'est ça qui est complètement fou. Mais on finance donc non seulement de la pêche illégale, mais il y a aussi la pêche industrielle, comme le chalutage profond, qui est très largement financé par les impôts. Aujourd'hui, l'essentiel de la pêche industrielle ne pourrait pas se maintenir s'il n'était pas abreuvé de subventions. Économiquement, ça n'est pas viable. Parce qu'il faut tellement de moyens pour aller de plus en plus loin et de plus en plus profond pour traquer les derniers poissons, que le prix du poisson ne suffirait pas à rendre cette entreprise viable économiquement. Ça ne se maintient artificiellement que grâce aux subventions, que grâce à nos impôts. Donc ça donne pas envie de payer les impôts. Voilà, il faut arrêter de payer les impôts. Ça serait bien. Je vote. Qui souhaite intervenir? Lamia, vous souhaitez rajouter quelque chose? Un message? Vous parlez de votre livre qui reparaît en novembre. Oui, j'ai écrit un livre avec Paul Watson qui s'appelle Entretien avec un pirate. Donc on est en train de travailler sur la mise à jour à l'occasion des 40 ans de Sea Shepherd. Ça va s'appeler 40 ans de combat, je crois, ou 40 ans sur la ligne de front, je sais plus. Vous verrez. Mais ça va sortir normalement d'ici la fin d'année. Et puis, quoi d'autre Si, on travaille aussi avec Jacques Perrin sur le film qui va sortir sur les écrans d'ici 1 an et demi ou 2 ans, sur la vie de Paul. Et ça, je pense que ça va vraiment... ça va permettre au grand public de connaître le personnage, déjà, qui est incroyable en soi, et de... sans doute d'adhérer à son combat, mais en tout cas comment dire, je pense qu'il y aura un avant et un après souvent, parce que nous on a vu l'avant et l'après la série télé américaine par exemple, qui a vraiment changé la donne en termes de notoriété pour Sea Shepherd et donc de dons et donc d'action, et un film comme ça sur Paul qui sortira à Hollywood. Et de Jacques Perrin, parce qu'il a quand même une approche très fine et oui, bien sûr, très personnelle de la vie naturelle. C'est un homme qui adore la mer et puis qui connaît Paul depuis longtemps maintenant. Et peu de gens le savent, mais en fait, le film Océan qu'a fait Jacques Perrin, à la base, ça devait être le film sur Paul. Bon, ça a dévié vers autre chose, mais c'est resté quelque chose qui lui tient à cœur. Et là, on repart dessus, mais vraiment, on travaille sur le scénario. Et voilà, d'ici 1 an et demi, je pense, à peu près, ça va sortir. Et là, oui, j'espère que ça va faire rentrer vraiment Sea Shepherd, et à travers Sea Shepherd, le combat Sea Shepherd, parce que c'est quand même ça l'enjeu, dans beaucoup de foyers. Donc... et que ça va aider finalement la cause. Après, je peux conclure sur... c'est vrai que j'aime beaucoup Sea Shepherd parce que c'est une association qui est très efficace et à laquelle je suis très attachée, mais aussi parce que j'ai énormément d'estime et d'amitié pour Paul. Sea Shepherd est à son image, mais ça reste... En fait, si on l'aime autant, c'est parce que c'est un outil qui sert une cause qui la dépasse. Et ça, c'est très important, je pense, à garder à l'esprit. Aussi parce que dans le milieu associatif, parfois, ça peut se perdre.
Et le risque, c'est les dérives qu'il peut y avoir, en fait, de se perdre un peu en route, en fait. Au départ, on se lance pour une cause et puis on finit par être soi-même la cause en soi, en fait. On ne perd pas d'objectif que de vue que Sea Shepherd est un moyen qui sert une fin qui la dépasse. Et cette fin, c'est l'océan. Et si on est autant motivé, passionné et attaché à Sea Shepherd, c'est parce que c'est un outil extraordinaire pour servir cette cause qui la dépasse, qui est la sauvegarde de l'océan. Et finalement, la sauvegarde de l'humanité. Donc, il n'y a pas d'opposition entre les causes humanitaires et cette cause-là. Je tendance à dire que fait partie. Je tendance à dire que c'est la plus grande cause humanitaire parce qu'elle englobe la survie de 7 milliards d'êtres humains et de leur descendance. Donc, et de la biodiversité en plus de ça. Bien sûr, dont fait partie l'humain, comme je le disais. Donc voilà, il n'y a pas d'opposition à avoir là-dessus. Quelqu'un souhaite rajouter quelque chose? Allez-y, je vous en prie. Parlez fort, s'il vous plaît, ou sinon. Oui, vous figurez parmi les groupes extrémistes. Je voudrais savoir ce que vous avez à dire sur l'extrémisme de façon générale et pourquoi et comment vous l'utilisez à ce point. Alors, l'extrémisme, moi je trouve qu'on est assez modéré en fait quand on regarde l'extrémisme de la situation dans laquelle on est. Tout dépend du point de vue. Le curseur, il a tendance à changer. C'est vrai que quand on a lancé Sea Shepherd France il y a 10 ans, on considérait que c'était une association entre guillemets radicale. Aujourd'hui, on se rend bien compte que signer des pétitions et protester, ça ne suffit pas. Qu'à un moment donné, il faut agir. Et ce qui est extrême, c'est la destruction de la vie, a fortiori destruction illégale. Je trouve pas ça extrémiste de sauver des vies sans prendre de vie. Après, les actions comme elles sont percutantes et elles sont coup de poing, elles peuvent être considérées par certains comme violentes, entre guillemets. Et je mets des guillemets parce que la violence, c'est une question de définition. En fait, pour nous, la violence, c'est de massacrer des espèces protégées. Et c'est surtout, ça ramène à une hiérarchisation. Donc, quelle échelle de valeur? En fait, pour nous, la vie est plus importante que la propriété privée d'un braconnier. Une baleine, elle a bien plus de vie qu'un harpon. Le problème, cette accusation de violence qui peut nous être faite, elle renvoie en fait au problème que je citais dès le départ, qui est l'anthropocentrisme. C'est-à-dire qu'on estime que la propriété privée d'un braconnier, parce que c'est un être humain, est plus importante que la vie d'une baleine, ou que la vie d'un phoque, en l'occurrence on parle de dizaines, de centaines, de milliers. Si quelqu'un marche dans la rue et voit quelqu'un d'autre se faire agresser, qu'il arrache le couteau des mains, qu'il détruit le couteau, qu'il ne blesse pas l'agresseur, mais qu'il aide à son arrestation, c'est un héros. Sea Shepherd ne fait rien d'autre que cela, si ce n'est que c'est pas un être humain à qui il vient en aide, ce sont des animaux marins. Voilà. Donc, encore une fois, la violence, c'est une question de définition. Et moi, je ne trouve pas extrême. Je pense que en plus de 40 ans, on n'a jamais blessé personne. Bon, c'est pas par coup de chance. Hein. On peut avoir de la chance pendant 6 mois, pendant 1 an, mais pas pendant 40 ans. Donc c'est bien qu'on prend les précautions qu'il faut pour ne blesser personne. Voilà, c'est la situation en fait qui est extrême. Nous, on est très modérés en fait, je trouve. Par contre, l'extrémisme, il est de l'autre côté, contre les écologistes. Il y a plus de 700 écologistes qui ont été assassinés en très peu de temps, souvent dans l'impunité totale. Mais on en revient encore à ce problème qui est d'opposer les intérêts humains aux intérêts de la nature, aux intérêts animaux. Et on n'a pas de problème à sacrifier les intérêts essentiels des animaux pour satisfaire nos intérêts superflus. Parce qu'encore une fois, on se considère comme maître et possesseur de tout ça, on s'en extrait, et on est dans l'illusion de croire qu'on peut se permettre de tout détruire sans que ça nous retombe dessus. Bien, bah écoutez, on va vous remercier en tout cas d'être venu. Merci à tous. Merci, bonne continuation.
N'hésitez pas à visiter le site internet seashepard.fr, la page Facebook, Sea Shepherd France officielle. Et puis on va bientôt fêter les 40 ans de Sea Shepherd en France. Alors on communiquera sur le lieu exact très bientôt. Il y aura le Bob Barker aussi, qui est le bateau qui arrive d'Afrique de l'Ouest, qui sera à Bordeaux le week-end du 14 octobre. Donc il sera ouvert aux visites. Et voilà, et vous serez tous les bienvenus. Merci à tous. Merci à tous. Merci.